Bien, bonjour à tous. Donc vous avez tous reconnu, je ne suis pas Timothée. Alors merci beaucoup à Timothée Coulmin d'avoir préparé cette présentation. Il est au fond de son lit avec de la fièvre. On lui souhaite tous un bon rétablissement. Bien, alors la finance décentralisée, hein, c'est tout simplement le contraire de ce qu'on connaît le plus couramment. Habituellement, il y a un tiers de confiance comme une banque. Donc c'est ce qui est dit centralisé, c'est ce qui est traditionnel. La finance décentralisée, bon, c'est une formule pour dire les crypto-monnaies. Hein. C'est-à-dire on passe en direct grâce à des contrats intelligents et donc il n'y a pas d'intermédiaire. Ce qui est intéressant, c'est que la cybercriminalité, évidemment, profite de tous les domaines. Et dans le domaine des crypto-monnaies, c'est évidemment le cas. Alors ceci dit, quand on voit que l'année dernière, il y avait eu 3,2 milliards de détournés, cette année, il y a eu que 2 milliards. Donc on peut se dire, oh, la situation progresse, c'est en baisse. En fait, ce que vous voyez là, c'est le cumul de tous les crypto-actifs. En 2021, on voit qu'il y a eu l'adoption en masse, donc une augmentation. Et puis en mai 2022, il y a eu un peu un crash. Donc il n'y a pas eu vraiment encore de reprise en 2023. Donc tout simplement, en fait, s'il n'y a que 2 milliards qui ont été détournés par les cybercriminels par rapport aux 3,2 de l'an dernier, c'est simplement qu'il y a un tassement du volume, hein, tout simplement. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est des chiffres que j'ai prononcés. Enfin, je veux dire, les montants sont absolument astronomiques. Donc, on voit bien que les crypto-monnaies ont permis aux cybercriminels des attaques de manière disproportionnée. Et donc, c'est pour ça qu'ils restent très, très actifs dans ce domaine-là. Il y a plusieurs types de vulnérabilités. Soit les contrats intelligents ne sont pas codés correctement, soit il y a des vulnérabilités dans les infrastructures. Donc, est-ce que véritablement il y a une amélioration? Pas nécessairement, puisque c'est simplement la valorisation totale qui fait la baisse. Alors, au moins, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'il y avait eu pas mal d'attaques sur les NFT. Bon, évidemment, ça fait rire, mais bon, évidemment, comme les NFT ne valent plus rien, bah, les, les, les cybercriminels ne s'y sont pas intéressés. Il y a eu quand même tout un tas de gros piratages sur la finance décentralisée en 2023. On va simplement faire un zoom sur deux d'entre eux qui sont relativement significatifs. Alors, ce sont Euler Finance, hein, en mars 2023, 193 millions de dollars. Donc là, ce sera une vulnérabilité sur le contrat intelligent. Et puis Mixin Network. Mixin Network, là, c'est 142 millions de dollars. Et c'est une vulnérabilité sur l'infrastructure. Voilà, deux cas complémentaires. Alors, Euler Finance, c'est quand même une histoire assez surréaliste. Hein. Ça commence avec un bug bounty en juillet 2022. Donc, à l'issue du bug bounty, il y a un chercheur, Cancodu, bon, je ne connais pas la prononciation, mais Cancodu trouve une faille. Alors, il empoche 50 000 dollars avec sa faille. Mais en fait, malheureusement, les auteurs du contrat font une erreur lors de la correction. Alors, ce qui est fou, c'est que la correction avait quand même fait l'objet d'un audit. Ce qui est bien, hein, c'est qu'ils font du bug bounty. Hein, donc, ça, c'est déjà pas mal. Cancodu, le mec qui a fait le bug bounty, s'est pas rendu compte que la correction du smart contract de la faille de sécurité qu'il avait trouvée a en fait généré une nouvelle faille bien plus grave que la précédente. Alors, Euler Finance a tenté de négocier avec l'attaquant. Donc, bon, c'est des adresses abstraites hein, sur la blockchain. Donc, on ne sait pas vraiment avec qui on discute. Et ils ont lancé une récompense de 1 million de dollars pour savoir quels étaient les auteurs. Et le truc le plus surprenant, hein, c'est que finalement, le cybercriminel, il envoie 160 000 dollars à Lazarus. Donc là, c'est une adresse sur la blockchain qui appartient à Lazarus. Ce qui est complètement fou, c'est qu'à ce moment-là, on se dit ah bah tiens, les mecs qui ont fait l'attaque, c'est Lazarus, puisqu'ils se mettent du pognon chez eux. Mais en fait, pas du tout.
En fait, le mec qui est l'auteur, il avait une admiration pour Lazarus en pensant que c'était quelqu'un comme lui, donc un individu. Il n'a pas réalisé que c'était les Nord-Coréens. Oui, je sais, mais c'est comme ça que la presse le raconte, hein. Donc, il s'était pas rendu compte qu'il envoyait l'argent à un groupe nord-coréen. Donc, le plus fou, c'est que bah, le mec, il a un peu peur. Il rend une partie de l'argent. Après, il s'excuse. Donc, oui, 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 oui. Bon, et, mais attendez, le rebondissement n'est pas terminé parce que il rend les fonds. Alors, en fait, non. Il rend 90%, c'est-à-dire qu'il garde quand même les 10% de la prime pour lui. Donc je rappelle, 10%, ça fait à peu près 20 millions de dollars. 20 millions de dollars, on peut vivre plusieurs générations sans travailler, hein. Donc c'est pas tout à fait rendre les fonds. Mais le plus fou, c'est que ce type-là, il est arrêté en France. Il est, il est arrêté en France parce qu'il a 200 000 euros en liquide sur lui. Donc je ne sais pas s'il est encore en prison. Timothée n'avait pas trouvé. Donc c'est un jeune Argentin, il était en Italie quand il a fait le hack. Donc voilà, avec 200 000 euros en liquide, il ne savait pas dire d'où venaient les 200 000 euros. Donc c'est assez logique, hein. Donc il est peut-être toujours en prison, je ne sais pas. Deuxième exemple, Mixing Network. Alors Mixing Network, pas du tout le même système. Là, le pirate, il a récupéré les clés privées sur un serveur qui était hébergé chez Google Cloud. Alors, l'auteur reste inconnu à ce jour. On peut quand même se poser sérieusement la question comment ça se fait que tout est centralisé sur un serveur. C'est pas très décentralisé. Les autorités s'en mêlent. Donc, le FBI aux États-Unis a décidé de s'attaquer sérieusement à Lazarus, qui a quand même fait le plus gros des attaques, plusieurs milliards de dollars rien que pour eux, hein. Donc, ils se sont attaqués à leur compte. Dans la réalité, c'est assez intéressant parce que l'argent, on parle de milliards, mais il reste virtuel. Et donc, les adresses sur la blockchain, elles sont identifiées comme étant à Lazarus. Toutes les plateformes de conversion sont informées que les adresses appartiennent à Lazarus. Donc, les mecs, ils ont beau recréer des faux comptes avec des fausses identités. En fait, ils ont beaucoup de difficultés à transformer cet argent qui reste virtuel en de l'argent bien réel sur des vrais compte en banque. Ça limite quand même vachement ce genre de choses. Et puis en France aussi, les autorités s'en mêlent, y compris de trouver que le système est beaucoup trop centralisé parce qu'il y a une dizaine d'acteurs géants qui permettent enfin, les conversions. Voilà. Alors, pour l'an prochain, on peut imaginer que la situation va empirer. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est reparti à la hausse. Donc à partir du moment où les crypto-monnaies repartent à la hausse, les cybercriminels vont penser qu'ils vont encore s'en mettre encore plus dans les poches.